entrevue Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Caroline Larocque. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va vraiment bien. Alors, Caroline, tu travailles au Réseau des femmes en environnement. Tu es chargée de projet développement durable et communication. Oui. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours, ce qui t'a amené à travailler au réseau. Mhm. C'est un parcours, comme plusieurs, qui n'est pas droit, là, dans le sens que j'ai étudié à la base en enseignement. Puis, après quelques années, j'ai décidé que ce n'était pas le domaine dans lequel je voulais continuer de travailler. Puis, tu sais, entre-temps, j'ai commencé à réfléchir. En fait, j'ai eu une prise de conscience environnementale. Bon, je suis partie comme dans différents projets, là. Je me suis partie d'une entreprise, puis prise de conscience environnementale, entreprise. Bon, j'ai essayé dans mon entreprise de créer une entreprise éco-responsable, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas les connaissances nécessaires pour pouvoir faire ça. Fait que sur un 10 sous, je suis retournée aux études en environnement, en développement durable à l'Université de Sherbrooke. Puis, ça a été durant là, mes études que j'ai appris à connaître un peu le réseau des femmes en environnement. Puis, je suis tombée sur un offre d'emploi là, qui, on dirait, qui avait été écrit pour moi. Donc, j'ai appliqué, j'ai eu l'emploi. Donc, je suis vraiment contente. En fait, c'est le parcours qui m'a amenée vers le réseau. Je crois que ça s'est fait naturellement comme cheminement là, vers le réseau des femmes en environnement. Puis ce que j'aime beaucoup au réseau, là, vraiment, c'est un espace de dialogue pour les femmes en environnement. Puis c'est vraiment très ouvert. Donc, on va chercher les idées des femmes qui travaillent, oui, dans le domaine, mais des citoyennes également. Puis, on va leur offrir, dans le fond, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles recherchent. On va leur donner les informations auxquelles elles veulent avoir justement de l'information au moment. Donc, c'est vraiment un réseau qui est super ouvert, là. Alors, voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles au réseau? Ah, mon Dieu, je me trompe tout le temps. Environ 3 ans. OK. Je suis pas bonne dans les chiffres, ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller travailler au réseau plutôt que de partir ton entreprise comme c'était prévu? Mm-hmm. Euh, Il y a des avantages d'avoir une entreprise dans le sens qu'on fait notre propre horaire, on prend nos propres décisions. Il y a quand même, par contre, des désavantages au niveau de la stabilité des finances, c'est plus difficile. J'ai une famille. J'ai quand même eu mon entreprise pendant 50 ans. Puis après 5 ans, je n'étais pas quand même satisfaite de où j'étais rendue. Donc, je n'ai pas continué de cette façon-là. Mais c'est drôle parce que j'avais peur de retourner un peu sur le marché du travail, comme on a l'habitude de le voir, là, justement, en entreprise. Ben là, je travaille pour un organisme sans but lucratif. Puis je me suis rendu compte que je retrouvais quand même, avec le réseau des femmes en environnement, les avantages que je trouvais d'être entrepreneur, dans le sens que j'ai quand même, on a une bonne qualité de vie là, au réseau, au niveau des conditions de travail-famille. Aussi, tu sais, je peux développer des projets qui m'intéressent. On a quand même un bon, je cherche mes mots. Il y a une Euh, liberté une d'action. li- Exactement, une super bonne liberté d'action qui permet que je peux aller vers des dossiers qui m'intéressent beaucoup plus. Donc, ça reste motivant. Que j'ai comme les deux côtés, les deux côtés positifs de la médaille, là, c'est le fun. Fait que l'entreprise t'a permis de prendre conscience que tu n'en savais pas assez puis que tu voulais en savoir plus sur l'éco-responsabilité finalement. Puis ça a été comme l'élément déclencheur qui t'a amené au réseau. Oui, oui, ben exactement. Puis, là, je ne sais pas si on voulait s'en aller vers là, mais dans le fond, l'entreprise m'a aussi permis de développer un autre aspect que je n'avais pas vu dans mon ancienne expérience, là, qui est tout ce qui est niveau communication, chose que je n'avais pas d'expérience avant d'avoir une entreprise. Puis c'est quand on se rend compte qu'on doit promouvoir ses produits-services qu'on commence à s'intéresser à ça. Donc là, du coup, là, après coup, j'ai sûr que j'ai développé des techniques peut-être plus traditionnelles par rapport au marketing au début de mon entreprise, mais de plus en plus,
ça s'est dirigé vers un peu plus la communication responsable, puis voir comment on pouvait promouvoir des produits-services tout en restant en concordance avec nos valeurs environnementales. C'est un gros défi. C'est ça. En plus, ça t'a apporté cette partie-là de la job parce que tu es responsable des communications, donc tu n'as pas étudié en communication. Non, non. C'est venu avec l'entreprise, tu l'as appris, puis tu as étudié en développement durable. Fait que vraiment, la job était pour toi, là. C'est ça, exactement. Tantôt, tu parlais qu'au réseau, on peut développer les projets qui nous intéressent. Tu as travaillé sur l'impact du vêtement sur l'environnement. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles. J'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu as découvert. C'est quoi, mettons, c'est quoi la plus grande stupéfaction que tu as eue en faisant des recherches là-dessus? Puis c'est quoi exactement qu'on fait au réseau à ce sujet-là? Oui. Ce dossier-là, c'est vraiment intéressant parce que justement, l'entreprise dont je parle depuis tantôt, c'était dans l'industrie du textile. Donc, je créais des produits textiles. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser. Bon, quel tissu est plus éco-responsable qu'un autre? Puis, on se rend compte que les informations sont quand même limitées sur le sujet, surtout quand on veut comparer des textiles, c'est un enjeu. Plus, on est arrivé il y a un peu plus d'1 an. En fait, c'est FEM International, qui est un organisme sans but lucratif, qui nous a contactés. En fait, FEM International avait un gros volet sur l'industrie de la mode, vraiment au niveau international, donnait des formations, des ateliers, des conférences et tout ça. Malheureusement, FEM International fermait. Donc, ils ne voulaient pas laisser ça en suspens. Puis, dans le fond, ils nous ont contactés pour qu'on reprenne ce dossier-là en main. Donc, après plusieurs rencontres de transfert de contenu, d'informations et tout ça avec FEM International, on a développé au réseau notre propre formation, conférence qui s'appelle En mode agir, impact de l'industrie de la mode et ses solutions. Donc, on met vraiment l'accent sur les solutions. Donc, oui, c'est sûr que dans mon processus, donc j'ai fait quand même beaucoup de recherches à ce niveau-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'impacts environnementaux au niveau de la production des tissus, au niveau de la confection des tissus. Ça peut être autant au niveau de la déforestation, des impacts qu'on ne pense pas nécessairement quand on pense à un vêtement, en quoi le fait de couper des arbres a un lien avec le vêtement. Mais en fait, c'est tous des impacts comme ça. La déforestation, la pollution des eaux, qui est un des plus graves impacts, avec tous les produits chimiques, les teintures qu'on met sur les vêtements. Donc, ça, c'est un gros problème. L'épuisement de l'eau, oui, il y a tout l'aspect des gaz à effet de serre, que dans le fond, il y a énormément d'usines qui travaillent, en fait, qui fonctionnent avec le charbon encore aujourd'hui. Tous les transports reliés à l'environnement. Il y a beaucoup d'impacts environnementaux. Ce que j'avais moins conscience au début, c'était les impacts sociaux, qui sont tout aussi importants. Et en fait, c'est triste de lire là-dessus parce qu'on sent qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir pour contrôler les impacts sociaux. Il y a beaucoup d'ateliers de misère qu'on appelle dans l'industrie de la mode, où surtout principalement des femmes, parce que c'est plus de 80% de femmes qui sont dans l'industrie de la mode, ont des conditions de travail tout à fait inacceptables. Donc, oui, c'est une industrie qui est difficile. Puis à la base, tout ça, la problématique, parce que ça n'a pas toujours été le cas, là. La problématique, à la base, ça provient du fast fashion, de la mode rapide, qui est apparue dans les années environ 90. Puis là, on a un peu, en fait, on a changé complètement le rapport qu'on avait avec nos vêtements, où avant, les vêtements, on avait quelques beaux vêtements qui étaient plus du luxe pour des occasions particulières, mais le reste, c'était pour nous habiller, pour nous rendre au travail. Le concept de mode n'était pas aussi peut-être présent avant, ou plutôt le mode était relié au luxe. Avec le fast fashion, ça l'a comme un peu démocratisé la mode, dans le sens que n'importe qui peut s'acheter des vêtements à la mode, mais à bas prix. Mais là, Puis la mode change souvent. Oui, puis la mode change souvent. Des chiffres que j'ai trouvés, là, tu sais, avant,
1990, normalement, une marque sortait 2 à 4 collections par année. Tu sais, on avait la collection, une collection par saison, en fait. Avec le fast fashion, on est rendu à, en moyenne, 20 collections par année. Fait que ça, c'est plus d'une collection par mois. Je regardais aussi les chiffres là, par rapport au nombre de nouveaux modèles qui apparaissent dans une boutique. Tu sais, c'est plus qu'un par jour. Donc, ils ont créé l'espèce d'engouement, aller chercher les clients pour dire « Revenez toujours dans ma boutique parce qu'il va toujours avoir un nouveau modèle. Si tu ne viens pas, peut-être que la semaine prochaine, il n'y en aura plus. » L'effet de rareté. Côté marketing, bon, c'est super, là. Il y a plein d'avantages à cette technique-là, mais on ne prend pas en compte tous les impacts environnementaux de l'industrie, là. Mon Dieu, je pourrais en parler longtemps. Vas-y! Mais moi, c'est un sujet qui me passionne parce que justement, tu sais, quand on regarde le changement qui s'est opéré au fil des années, tu sais, le nombre de vêtements que les gens portaient il y a 30-40 ans versus maintenant, puis le nombre de vêtements que les gens portaient, mais c'est aussi le peu de fois que chaque vêtement est porté, tu sais. Ouais. C'est comme quand on réalise ça, c'est juste là, tu le vois, là, qu'il y a un problème, tu sais. Oui. Puis justement, ce que tu dis, c'est que la fast fashion, le fait qu'on a payé notre vêtement pas cher, il nous a coûté 15$ ou peut-être en rabais, on le 2 pour 20$. Le fait qu'on l'a payé pas cher, on n'a pas le sentiment de culpabilité de ne pas le porter ou ce qu'on avait avant. Quand on achetait un vêtement qui nous coûtait cher, on venait à la maison, finalement, on trouvait que c'était plus une bonne idée, on allait le reporter. On allait le retourner, se faire rembourser. On avait un sentiment de culpabilité qui était présent. On n'allait pas faire de la surconsommation. C'était difficile dans ce cas-là. Là, le fait qu'il ne soit pas cher, on se dit, bah, gars, c'est pas grave si je le porte 1 ou 2 fois. Puis s'il y a un trou, parce que ça reste des vêtements de mauvaise qualité, créés dans des conditions complètement ridicules. S'il y a un trou dans 2 semaines, après 2-3 lavages, c'est pas grave, il ne m'aura pas coûté cher. Donc, on a plus le sentiment de culpabilité, mais aussi on n'aime plus vraiment nos vêtements. Dans le fond, on n'a plus un sentiment d'appartenance à nos vêtements. Puis ça, c'est encore une plus grosse problématique. Puis ça, c'est tout l'enjeu du fast fashion, c'est qu'on ne fait pas attention à ces vêtements-là. Donc, mauvais entretien des vêtements va faire qu'ils vont s'user encore plus vite, qu'on va devoir les renouveler encore plus vite. C'est comme un cercle vicieux. Si on aimait vraiment nos vêtements, qu'on les achetait, même si on ne pense pas au prix, là, qu'on achète un vêtement parce que la couleur est belle, c'est un look qu'on aime, ça nous fait bien, on est confortable, on va le porter, ce vêtement-là, puis on vient de réduire l'impact environnemental de ce vêtement-là parce qu'on allonge sa durée de vie. On va faire attention, on va le laver à la main plutôt que le mettre dans la laveuse n'importe comment avec n'importe quel autre produit, autre vêtement. Donc, il y a des solutions, en fait, qui sont plus simples qu'on le pense, mais c'est une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de penser qui est nécessaire parce qu'on nous a appris que c'était pas grave de ne pas porter nos vêtements. Donc, c'est comme... Mais j'aime ça parce que c'est drôle parce que moi, la mentalité d'aimer un objet, j'ai bien de la misère avec ça, tu sais. Puis là, tu viens de me faire réaliser que, ben oui, tomber en amour avec un vêtement, c'est extraordinaire parce que ça fait justement qu'on veut en prendre soin, tu sais. Ouais. Moi, ben, j'ai une designer que j'adore à Montréal, puis elle fait des vêtements qui sont fabriqués au Québec, elle qui dessine tout le kit, tu sais. Et depuis que j'ai découvert, je suis en amour avec mes vêtements, puis oui, ils coûtent plus cher. Fait que c'est sûr que j'y fais bien plus attention. Fait que, mais oui, on n'est pas habitué. Puis, tu sais, avec elle, j'ai parlé tellement longtemps avec elle parce que, tu sais, elle me disait des statistiques du genre qu'un vêtement, le nombre de fois qu'il est porté, tu sais, c'était ridicule, le peu de fois qu'il est porté, puis qu'on devrait le porter tant de fois. Je pense que c'était 30 fois pour au moins réduire l'impact. Et, tu sais, juste ça a été un début de réflexion pour moi là-dessus. Tu sais, bon, déjà, j'avais pas tant de vêtements que ça, mais ça a fait comme, OK, tu sais, c'est important de faire attention à notre achat, à ce qu'on achète comme vêtements. Puis au-delà de ça, c'est justement, d'être bien, de l'aimer, puis quand on le porte, de toujours sentir comme, hey, pas nécessairement je suis belle, mais je suis bien, puis j'ai le goût de le porter, tu sais. Oui, amplement.
Ben oui, c'est exactement, tu as mis le point là-dessus, là, en fait, il faut être, tu disais au début que t'aimes pas trop le concept, ben, en tout cas, c'est pas que t'aimes pas trop le concept, là, mais le fait d'aimer un objet, bon, c'est peut-être pas ce qui fit le plus avec le fait de posséder moins, Mhm. mais en même temps, je crois pas qu'on est capable d'aimer beaucoup de choses à la fois, beaucoup de vêtements à la fois. Fait que ça vient un peu contrebalancer le fait que dans notre garde-robe, on va avoir 3, 4 vêtements qu'on va aimer d'amour, qu'on va prendre, qu'on va faire attention. Les autres, ça va être plus des vêtements, tu sais, casual, là, de tous les jours qu'on va porter parce que on en a besoin, tu sais. Mais tu sais, ça reste important, en fait, le confort, le look. Tu sais, des fois, on dit, ben, justement, je pense qu'il y a un problème aussi, là, je m'éloigne un peu, là, mais il y a un problème avec le concept de mode qui, justement, démode très rapidement, dans le sens qu'on veut acheter quelque chose à la mode. Ben là, l'année suivante, on n'est plus du tout dans les bonnes couleurs de la saison. Là. L'année passée, c'était le jaune, maintenant, c'est rendu le bleu. On n'est plus dans les couleurs, fait que ça nous encourage, oui, à aller acheter des vêtements à la mode. Mais en réalité, la mode, c'est quelque chose de très personnel. Tu sais, c'est les couleurs qui nous vont, c'est les motifs qui nous vont, c'est les formes du vêtement qui nous vont. Si on essaye de fitter notre corps, tous nos corps qui sont uniques dans un modèle, dans le modèle de la saison, c'est sûr qu'on est insatisfait, là. Euh, c'est sûr que moi, je donne souvent le conseil, un des premiers conseils, c'est quand tu vas magasiner, assure-toi que tu es bien dans ton vêtement et que tu n'as aucun doute que ce vêtement-là, il te le faut, tu sais. Si tu as un doute, laisse-le au magasin, tu n'en as pas besoin. Tu vas le regretter peu importe à un moment donné. Tu es mieux de l'aimer d'amour, que tu sois confortable, que tu sais que quand ton chum va te regarder, il va faire comme Ah, t'as l'air bien dans ce vêtement-là, il te fait bien. Tu sais, en fait, chacun, on a ce qui nous motive, là, mais c'est propre à nous, mais il faut quand même vraiment aimer nos vêtements. Hey, c'est bon parce que tu me fais penser que quand on magasine des vêtements ou des souliers, maintenant avec nos enfants, on va leur dire T'es-tu bien dedans, là? T'es-tu sûr? Parce qu'on sait qu'il y a de fortes chances que 2 jours après, ils les aiment plus. Fait qu'on se prépare à ça, on le fait avec nos enfants, mais on oublie de le faire pour nous, Oui. pour diverses raisons, parce que comme tu le dis, ça coûte pas cher, parce qu'on aime ça magasiner, parce que ça fait du bien, fait qu'on y va, tu sais. Mais de le faire le même processus pour nous, ben, c'est une très bonne façon d'éviter de s'acheter plein de vêtements inutilement, tu sais. Oui, absolument. Tu as donné quelques trucs comme ça, comme facile, mais ce serait quoi, justement, mettons, tu dirais à quelqu'un, là, un top 3 des façons de réduire son impact vestimentaire? Mm-hmm. Premièrement, réduire. Souvent, la question qu'on me pose en premier, c'est bon, mais dans quelle fibre je dois acheter mon vêtement? Puis moi, je dis ah, stop! T'en as-tu vraiment besoin? Ça, c'est sûr que réduire la consommation de vêtements, c'est là qu'on va avoir le plus d'impact. En fait, on va réduire le plus les impacts environnementaux, sociaux de l'industrie de la mode. Si on n'a pas le choix d'acheter, dans le sens qu'on a vraiment besoin d'un nouveau vêtement, il y a plusieurs façons de faire qui ont des bons impacts, là. On peut autant aller magasiner dans des friperies, dans le sens qu'on va réutiliser des vêtements qui ont déjà été portés, donc on rallonge la durée de vie. Ça, c'est toute une aventure, là, magasiner dans des friperies. Ça demande une ouverture d'esprit, dans le sens qu'on ne va pas vraiment retrouver les vêtements qui sont à la mode. Peut-être c'est ceux de l'année passée. Il faut peut-être un peu plus de temps pour fouiller, trouver les bonnes grandeurs, trouver ce qu'on cherche. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment des trucs, il y a des boutiques, des friperies à la longue qu'on va aimer plus que d'autres. Il y en a qui vont avoir des vêtements plus des robes, des beaux vêtements, d'autres, ça va être plus pour le travail, d'autres friperies on va trouver plus les vêtements de tous les jours. On trouve des façons d'aller magasiner dans une friperie. Sinon, on peut louer des vêtements. Ça, il y en a, c'est encore peu connu. Il y a plusieurs boutiques, particulièrement à Montréal, où on peut louer des vêtements, faire la location, surtout pour les robes de soirée, les tuxedos. Ça, c'est peut-être qu'on le sait un peu plus. Donc,
pour un mariage, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'acheter une robe, sachant qu'on va probablement soit jamais le reporter ou une fois dans 2 ans au prochain mariage, au prochain événement. Louer une robe, ça nous permet, de se mettre en valeur avec un nouveau modèle. Il y a moins de risques, il y a moins de conséquences environnementales, puis ça revient aussi moins cher souvent. Pour les vêtements de maternité, on n'y pense pas. Puis moi, j'aurais aimé ça le savoir durant mes grossesses parce qu'un vêtement de maternité, ça dure quoi, 2-3 mois? C'est le temps qu'on... Ça ne dure pas longtemps, puis ça coûte cher en plus. Fait que de les louer, ça, c'est une bonne solution. Vêtements de travail aussi, tout ce qui est veston, bien, pour le travail, il y a des entreprises qui font la location de ces vêtements-là, puis même qui ont des forfaits qu'à tous les mois, par exemple, on peut retourner au magasin, changer nos vêtements. Donc, on change nos vêtements en location, puis on revient avec des nouveaux vêtements. Donc, ça nous permet, pour les personnes qui aiment avoir des looks différents constamment, ça vient combler ce besoin-là, tout en respectant l'environnement, dans le sens que ces vêtements-là, c'est à la base des vêtements de qualité, parce qu'ils savent, là, les compagnies, qui vont devoir être reportées de nombreuses reprises pour que ça revienne sur leur investissement, puis on allonge vraiment la durée de vie. Donc, réduire, aller dans les friperies, louer les vêtements, faire des échanges entre les amis, la famille et tout ça. Si on doit aller dans le neuf maintenant, des fois, on n'a pas le choix. Dans le neuf, c'est sûr qu'il y a des fibres qui sont plus éco-responsables que d'autres. Je pense notamment au lin, au chanvre, qui sont des fibres naturelles qui demandent peu ou pas de pesticides, peu d'eau, ça pousse un peu comme de la mauvaise herbe. C'est le type de fibre qui pourrait pousser au Québec, au Canada, donc savoir si on pourrait développer une fibre locale ici. Là, je sais que le chanvre, ça commence à arriver au Canada. C'est pas encore... C'est rare que les produits qu'on va voir en chanvre dans les magasins, c'est du chanvre canadien, mais en tout cas, il y a quand même un potentiel à ce niveau-là. Donc, chanvre, lin, le lyocell aussi, qui est une autre fibre intéressante, qui est une fibre artificielle, mais qui ne nécessite pas de produits chimiques. Puis, dans le fond, c'est un processus en boucle fermée, donc c'est vraiment intéressant comme fibre aussi. Coton biologique, polyester recyclé, ça reste aussi des alternatives au coton, polyester, qui sont les matières les plus qu'on retrouve le plus au magasin en ce moment. Et idéalement fabriqué ici parce qu'on évite tout le transport, parce que c'est une des choses qui m'avait surpris, moi, c'est le transport. Un jeans, tout le transport qu'il fait. Mm-hmm. Donc, quand il est produit ici, ben, c'est déjà moins de transport. Oui, absolument. Mais c'est ça, le prochain point que je cherchais. tu me l'as rappelé, c'est sur un produit fait au Québec, conçu, cousu au Québec. Oui, ça va coûter plus cher, mais c'est normal que ça coûte plus cher parce que les employés ici travaillent dans des bonnes conditions avec un salaire acceptable. Donc, c'est ce qu'on veut, en fait. Payer un vêtement de qualité fait ici, encourager l'économie locale. D'ailleurs, à ce niveau-là, au réseau, on a créé un répertoire de boutiques québécoises de vêtements pour femmes pour l'instant. Là, on va essayer de le grossir avec les vêtements pour hommes, enfants éventuellement. Il y a plus de 100 marques québécoises qu'on peut y retrouver. Donc, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est toutes des marques qui produisent au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de marques québécoises de vêtements, mais là, on a vraiment ciblé celles qui produisent au Québec. Puis, on est allé aussi chercher quelques caractéristiques supplémentaires. On a, dans le moteur de recherche, là, celles qui utilisent des fibres, justement, éco-responsables, celles qui réparent leurs propres vêtements, qu'on peut retourner le vêtement à l'entreprise puis qui vont le réparer, celles qui font du upcycling. Donc, on a vraiment un beau répertoire que je pourrais vous partager plus tard. Donc, oui, là, je le mettrai dans la description de vidéo, il va y avoir le lien vers le répertoire. Oui, super, bonne idée, oui. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est la mode locale. Là, quand on voit les chiffres de combien de sous, combien de dollars, en fait, je dis sous, là, mais combien de dollars va à la couturière d'un vêtement
fait au Québec pour un T-shirt qui se vend peut-être à 50 $. On peut dire, ah, c'est cher un T-shirt à 50 $ parce qu'on est habitué qu'un T-shirt de fast fashion, ça coûte 20 $. Pourtant, c'est pas cher quand on regarde la répartition des coûts. La couturière va être payée au prix à l'heure normalement, tandis qu'un T-shirt à 15 $ qui a été fait ailleurs dans le monde dans des conditions ridicules, le couturier de ce T-shirt-là va être payé probablement 60 sous. Donc, c'est difficile En fait, je pense qu'en comprenant la répartition des coûts, en comprenant les conditions de travail, on se rend compte qu'on ne le veut pas vraiment, le chandail à 15 $, ça ne fait pas de sens. C'est d'encourager justement ce commerce-là. Donc, plus eux autres, ils vendent, les marques de fast fashion vendent des chandails, puis ils vont continuer. Là. Donc, Fait qu'en achetant plus éco-responsable, on achète aussi beaucoup plus social et éthique. Fait que oui, c'est un 3 pour 1, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je lisais un article sur le sujet puis qui disait « Oui, mais si on arrête d'acheter les produits qui sont fabriqués là-bas, ils n'auront plus de job et tout le kit. » Puis, en fait, le problème est beaucoup plus grave que ça, puis c'est pas ça qui arriverait au final, là. Donc, c'est de justement pouvoir... Bien, ici, l'économie locale, c'est important, puis ça va permettre de faire changer les choses là-bas si on change notre façon de consommer, tu sais. Oui, c'est ça. Il faut voir C'est difficile quand même à voir la solution d'ensemble qui va faire qu'il n'y aura plus de fast fashion, que les conditions de travail vont être bonnes partout, qu'il n'y aura pas de travail des enfants. Mais reste que c'est des compagnies qui donnent un service, un produit à des consommateurs. Oui. Si le consommateur, il ne veut plus là, le vêtement de mauvaise qualité, ils vont changer leur modèle d'affaires. Ils n'auront pas le choix. C'est sûr que seul, on a un impact. On peut réduire l'impact. En groupe, tout le monde ensemble, l'impact est encore plus fort. Mais oui, c'est ça. Il faut quand même continuer à changer individuellement nos habitudes puis en parler aux autres. Pour pas que justement on soit seul à faire ça. Justement, on en parle ensemble, on fait des formations, des conférences, on met des répertoires en ligne. On essaie de sensibiliser le plus de gens justement pour que l'impact soit plus grand à la longue, pour que il y ait plus de gens, de Québécois qui se posent des questions. Puis justement, en terminant, pour avoir la formation en mode agir, on téléphone, on écrit au réseau, c'est une entreprise, qui peut avoir accès à cette formation-là? Oui, en fait, les membres du réseau, on offre la formation à nos membres 1 à 2 fois par année. Là, pour l'instant, il n'y a pas qui est cédulé à notre horaire, mais on va sortir la programmation été-automne prochainement, donc ça sera sûrement à l'intérieur. Si vous êtes une entreprise, un groupe d'amis, vous voulez la recevoir, écrivez-nous. On va trouver une date, on va trouver un moment pour le faire. Là, notre but vraiment, c'est de le donner au plus grand nombre de gens. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions. Puis au pire, si vous êtes seul, on va vous diriger vers un groupe peut-être qui va déjà le recevoir. Fait qu'on va trouver une façon de vous donner l'information. Excellent. Merci beaucoup, Caroline. C'était super intéressant. On a appris plein de choses sur comment aller plus vers une slow fashion, justement. Éviter la fast fashion. Merci, c'est super intéressant. Et puis, on continue de regarder ce que le réseau fait. On correspond avec toi sur les réseaux sociaux. Oui! Puis, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Merci beaucoup, Hélène. Bye bye!